On m'a dit c'est l'une des plus grandes pianistes du monde, donc je voulais l'écouter. Le nom de la maison de disques? Concert Artist. Nous l'appelons désormais Con Artist, ce qui signifie en français escroc. La question importante, c'est bien entendu pourquoi l'a-t-il fait? Ou plutôt pourquoi l'ont-ils fait? C'est un homme intelligent. Le virtuose, c'était Barrington Coupe et non pas Joyce Sato. Il avait fabriqué sa propre vie, probablement de la même façon qu'il avait fabriqué les disques de sa femme. Allongée sur son lit, la vieille dame sourit. Son mari est assis sur le fauteuil d'appoint que l'hôpital met à la disposition des familles. William a les traits fatigués de celui qui a veillé une nuit de plus, de crainte de ne pas être présent pour accompagner son épouse dans ses derniers instants. C'était un septuagénaire, assez bien habillé, mais un petit peu débraillé. La main froide et décharnée serre une dernière fois la main de son époux. Elle ferme les yeux, comme le rideau tombe sur une pièce de théâtre. Elle semble dormir, enfin apaisée. William s'effondre en larmes, de chagrin et de fatigue. Le 29 juin 2006, Joyce Sato décède à l'âge de 77 ans des suites d'une longue maladie. Une très longue maladie, puisque le cancer qui finira par la terrasser la mine depuis 36 ans. Dès le lendemain de l'annonce de son décès, la presse britannique unanime fera son panégyrique, construira sa légende. Puis quand elle est décédée, nous lui avons dédié une page entière d'hommage en rubrique nécrologique. Mais de nombreux journaux ont fait de même. Je me souviens que le Guardian a consacré une page, le New York Times a également écrit un article. Ce fut un phénomène mondial. Elle est devenue une idole, une grande star de la musique classique. Joyce Sato, c'est un destin hors du commun. Un répertoire ardu, construit dans les affres de la maladie qui la ronge. Quand nous avons écouté les enregistrements pour la première fois, est-ce que l'aspect romantique de son histoire a influencé notre jugement? Nous recevons plus de 500 disques par mois et bien entendu, il y a beaucoup d'histoires romantiques. On ne peut pas se laisser influencer par ce genre de choses. Joyce Sato est plus encore qu'une icône outre-Manche. C'est déjà, à l'heure de sa mort, une légende. En fait, Jeremy Nicholas fut le premier critique à découvrir Joyce Sato. À la redécouvrir en fait parce qu'il possédait depuis de nombreuses années un vieux disque de ses débuts. Et il voulait savoir ce qu'était devenu ce remarquable talent. Un journaliste nommé Jeremy Nicholas a écrit dans Gramophone qu'elle était l'une des meilleures pianistes au monde. Je me suis dit, ok, je veux écouter ça. C'est à ce moment-là que tout a commencé. Les critiques spécialisées seront enthousiastes. Et au pays de la Beatlemania, l'amour pour un artiste se transforme vite en fanatisme.
selon sa biographie, Joy Sato était programmée depuis son plus jeune âge pour devenir cette pianiste de légende. Démontrant une précocité hors norme, elle aurait eu des professeurs extraordinaires. J'ai lu qu'elle s'était produite en public en Pologne. Mais j'ignorais qu'elle avait fait des concerts en Russie. En fait, je dois dire que si elle est allée jouer en Russie, c'était se jeter dans la gueule du loup. Parce que dans les années 70, les meilleurs pianistes arrivaient de Russie. En 1956, elle va épouser William, le directeur artistique du label Saga. William Barrington Coupe, en tant que producteur de disques, avait un passé fascinant. Il a travaillé avec des icônes du monde musical, comme Joe Meek. Il est dans le milieu depuis très longtemps. Je pense que c'était un authentique découvreur de nouveaux talents. Jusqu'à ce qu'il devienne obsédé et préoccupé par d'autres choses, très différentes. Je n'ai jamais entendu dire que c'était un génial découvreur de nouveaux talents extraordinaires. Son intelligence était surtout portée sur la filouterie et la duperie. Dans les années 60, c'était quasiment légitime d'enregistrer des orchestres et des musiciens sous d'autres noms. En 1959, William enregistre le 5e concerto de Beethoven avec un pianiste italien talentueux, Sergio Fiorentino. Il a produit beaucoup de disques d'un artiste italien peu connu mais très brillant, nommé Sergio Fiorentino. Et comme si ce 5e concerto de Beethoven inspirait tous les plus grands pianistes inconnus de la planète, voici que le label Saga édite plusieurs versions jouées par différents pianistes, dont le plus diffusé sera un certain Paul Prokopoulos. J'ai écouté certains de ces disques et j'étais intrigué par ce nom. Je me suis dit, mais qui est-ce? Qui est ce pianiste grec remarquable? J'étais sûr que c'était Sergio Fiorentino. Je n'avais pas de preuves, mais je suis sûr que c'était lui. Fiorentino avait un style très particulier et d'immenses facilités techniques. Et cela lui ressemblait vraiment. Il y avait aussi un autre pianiste, Auguste Dumouriez, qui était aussi Sergio Fiorentino. Le label Saga a bien commercialisé un enregistrement de Sergio Fiorentino sous le nom de 5 pianistes différents. Des pianistes qui n'existent même pas. Des orchestres imaginaires. Des chefs d'orchestre qui n'existent pas non plus. Dans les années 60 et 70, de nombreux producteurs enregistraient des orchestres et les éditaient sous des faux noms. Et si Barrington Coupe a inventé un ou deux chefs d'orchestre qui n'existaient pas, il n'était certainement pas le seul à faire cela. Et William Barrington Coupe va continuer sa carrière de producteur sans que cette affaire ne ternisse sa réputation. Autre temps, autre mœurs. Joyce Atto n'a que 44 ans lorsque la maladie la frappe. Nous sommes en 1970 et les médecins lui annoncent qu'elle a un cancer. Au cours de ses derniers concerts, personne ne savait qu'elle souffrait d'un cancer et elle ne souhaitait pas que cela se sache. Elle portait des robes immenses car son ventre gonflait et apparemment les gens faisaient des remarques inconvenantes. Elle avait pris du poids, elle avait l'air d'être enceinte, etc., etc. Ce n'était pas sympathique. L'histoire qui circulait, c'est qu'elle était gravement malade.
Et il se disait aussi que quelques critiques avaient fait des remarques sur sa présentation, son air disgracieux, car elle avait des douleurs à l'estomac dues à son cancer. Elle portait une robe très large qui cachait tout, et elle était très affectée par les commentaires qui critiquaient son apparence. Le coup est dur dans un milieu où les critiques musicaux font et défont les carrières. Son destin est brisé. Les gens pensaient que c'était un génie méconnu, qu'elle n'a jamais vraiment eu la reconnaissance qu'elle méritait. Dans ce métier, il y a peu de place à prendre. Des milliers de personnes veulent devenir des pianistes de concert. Ils rêvent d'être connus, éblouissants, de devenir célèbres, des stars. Mais la plupart du temps, ça ne se réalise pas. William Barrington Coupe va créer en 1976 le label Concert Artist, sur lequel il va éditer des enregistrements de sa femme, Joyce Atto. Plus de 70 enregistrements sont vendus sur des cassettes et peu de gens y prêtent une réelle attention. C'est très intéressant. Je dois dire que je n'avais jamais imaginé qu'elle avait enregistré 70 enregistrements. Cela est très curieux, car les seuls disques qui sont véritablement d'elle sont sur le label Saga, qui était dirigé pendant un moment par Barrington Coupe. Il y avait un disque de Gershwin, Rhapsody in Blue, une œuvre complexe d'Arnold Bax, et le deuxième concerto pour piano de Rachmaninoff, ainsi que quelques préludes. En 1994, le monde de la musique classique vit le grand retour du trop peu connu Sergio Fiorentino. Il était très discret, et puis il fut gravement blessé lors d'un accident d'avion qu'il pilotait lui-même. Son avion s'est écrasé et pendant longtemps il n'a pas joué. Pendant 4 ans, Sergio Fiorentino va enregistrer et se produire dans le monde entier. Je pense qu'il a joué aux États-Unis. D'où venait donc ce type alors qu'il était relativement âgé? Il est enfin reconnu par la critique comme un immense pianiste. À sa mort, en 1998, la presse est unanime pour saluer le départ de ce géant si discret. J'étais en Italie quand il est mort. J'étais juge dans un concours. Et une information est apparue sur le tableau d'affichage. Elle annonçait la mort de ce pianiste. Beaucoup ignoraient son existence. Il était plutôt timide et modeste. Il se contentait qu'on aille l'écouter jouer, mais il ne souhaitait pas parler de lui. En 2002, William Barrington Coupe décide d'éditer sur son label Concert Artist les enregistrements de Sergio Fiorentino qu'il avait réalisés personnellement entre 1953 et 1966. Je ne sais rien sur ces sessions d'enregistrement, sauf qu'on en a ensuite sorti une grande quantité de disques. Ceci était authentique, j'en ai moi-même beaucoup. J'ai beaucoup lu sur son sujet, c'était un pianiste brillant, un peu excentrique. Après plus de 25 ans d'absence, William Barrington Coupe fait à son tour son comeback, car l'accueil de ses enregistrements par les critiques est bien entendu enthousiaste. Et quelle jolie pirouette que de revenir auprès de ses critiques grâce au pianiste qu'il avait trompé 40 ans plus tôt en commercialisant ses enregistrements sous d'autres noms. William profite de cette relation retrouvée avec la presse spécialisée pour leur envoyer des enregistrements de son épouse, Joyce Atto. Dès l'écoute du premier CD, les critiques musicaux encensent l'artiste.
Ce qui était intéressant, c'était qu'une même personne pouvait sortir des enregistrements d'une qualité extraordinaire en jouant un registre de compositeurs extrêmement variés. Cela n'était presque jamais arrivé. Beaucoup de personnes l'ont cru parce qu'ils avaient envie de le croire. C'était une découverte excitante, comme un paquet de cartes non utilisées. C'était un rêve perdu. Je pense qu'en tant qu'être humain, on ne pouvait qu'être touché par l'histoire d'une femme qui apparemment était mourante et qui a produit tous ces chefs-d'œuvre. Bien entendu, au-delà de ses prouesses techniques et artistiques, William Barrington Coupe a mis en avant le combat que son épouse mène depuis 30 ans contre la maladie. Mais ce qui a aidé à la propagation de cette histoire et qui a fait marcher tout le monde, c'était l'idée que cette femme indomptable avait survécu au cancer et avait démontré des qualités surhumaines. Tout le monde voulait y croire. C'était réellement un mythe, la naissance d'un mythe. Elle était certainement malade depuis longtemps, mais cela n'intéressait pas les critiques. Je parle en tout cas pour ceux de gramophone. C'est peut-être stupide de dire que cela ajoutait une dimension un peu féministe à cette histoire, mais cela s'ajoute sûrement à ce drame. Il y avait ce génie méconnu qui était une femme et qui aurait pu passer inaperçu. C'est vrai que j'ai bien aimé cet angle-là. Petit à petit, le monde de la musique classique commence à starifier la pianiste. Et le chauvinisme britannique n'est sans doute pas totalement étranger à cette passion subite. Je ne pense pas que le marché anglais soit protectionniste, chauvin ou impartial. Cependant, il est vrai que chaque marché a ses propres stars. Le fait qu'elle soit anglaise a sûrement favorisé le développement du phénomène Atto. Je ne pense pas que les critiques aient dit « Ah, elle est anglaise, elle est formidable ». Les louanges sont plus prononcées lorsqu'il s'agit d'un compatriote. Mais je pense que l'Angleterre est l'un des pays les plus ouverts sur toutes les sociétés du monde, et pas seulement dans la musique. En moins de 4 ans, Concert Artist met sur le marché pas moins de 119 CD de Joyce Atto, enregistrés entre 1989 et 2006. Une production quantitative hallucinante, certes, mais c'est surtout la qualité dans la diversité des auteurs et des œuvres qui est marquante. C'est incroyable. Les œuvres complètes de Chopin, Rachmaninoff, Mozart. Nous sommes alors en pleine Attomania. Mais cette réussite fait également parler les sceptiques. Quand vous recevez plus de 500 enregistrements par mois, vous ne vous posez pas la question où et quand ils ont été enregistrés. Il est possible, en théorie, qu'elle ait pu enregistrer autant en si peu de temps. Mais étant donné que sa maladie l'a tenue éloignée du milieu des concerts, cela semble vraiment improbable. En effet, la santé de Joyce ne lui permet plus de se produire en concert. Et il est toujours possible d'améliorer un enregistrement en mélangeant les prises du même artiste, par exemple. Tout le monde y a recours aujourd'hui. Des empoignades passionnées ont lieu sur des forums de discussion d'Internet. Il y avait des bruits sur Internet, mais il y en a toujours sur beaucoup d'artistes. Il y a constamment des théories de conspiration qui circulent.
Les gens pensent qu'on a le droit d'avoir une opinion sur n'importe quel sujet de nos jours. Tout le monde est un expert. En critique musicale, parce que ce n'est pas un langage conceptuel, quelqu'un peut dire « cette musique est chaude » et moi je peux dire « je pense que c'est un bloc de glace ». Jeremy Nicholas m'a dit qu'il avait été mis au courant des rumeurs selon lesquelles on ne l'accusait pas de ne pas être l'interprète sur les enregistrements, mais qu'il y avait tout de même quelque chose de louche. Et il a publié une lettre dans un des magazines disant si quelqu'un a une preuve, qu'il nous le fasse savoir et nous mènerons une enquête. Dans le cas contraire, c'est une dame malade et si vous n'avez pas de preuve, elle est innocente jusqu'à preuve du contraire. Personne n'a fourni ces preuves. Quand le magazine Gramophone a publié une lettre demandant des preuves, personne ne s'est présenté. Il n'avait rien entendu. Et voilà que le 29 juin 2006, Joe Sato s'éteint, enfin vaincu par la maladie qui l'aura torturé 36 ans. Les critiques lui rendent un hommage poignant. Mais la rumeur ne cesse d'enfler. Des mélomanes posent ouvertement la question. Comment une pianiste septuagénaire mourante a-t-elle pu constituer un tel répertoire? Les critiques n'en démordent pourtant pas. Ils défendent bec et ongle leur martyr. Le 13 février 2007, Brian Ventura, un lecteur américain de Classics Today, a acheté un CD de Joe Sato édité par Concert Artist et a décidé de le transférer sur son baladeur numérique iPod. Il entre donc le CD dans son ordinateur. iTunes, le logiciel chargé de convertir le format du CD dans un format compatible avec son baladeur iPod, enregistre les 12 morceaux du CD. Voilà qu'en écoutant ces morceaux de liste supposés être interprétés par Joe Sato, le système de reconnaissance automatique des interprètes fait apparaître un autre nom sur l'écran, Laszlo Simon, et cela a démarré la boule de neige. Il compare les deux versions, et là, c'est le choc. Les deux versions sont quasiment identiques. Il a écrit à l'un de nos critiques, Jed Distler, à New York, en lui disant « Je ne peux pas expliquer pourquoi, mais une chose étrange se produit. Quand j'essaie d'écouter cet enregistrement de Joe Sato sur mon lecteur, il apparaît sous un autre nom. C'est le même morceau, mais avec le nom d'un autre artiste. » Le mail que Brian Ventura a adressé à Jed Distler va entraîner une réaction en chaîne. Alors Jed a à son tour tenté l'expérience sur son ordinateur et il a constaté la même chose. Cela ne s'est jamais renouvelé pour aucun autre enregistrement. C'était un coup de chance. Je suis arrivé au bureau le matin et j'ai trouvé un email de Jed me disant « Il y a quelque chose d'étrange. Je ne sais pas pourquoi, mais voici ce qui se passe. » Je suis devenu suspicieux et à ce moment-là, j'ai engagé Andrew Rose et Pristine Audio pour analyser ces enregistrements. Andrew Rose est un ancien ingénieur du son de la BBC qui a installé sa société de post-production audiovisuelle en France. J'ai eu un appel de James Inverne me demandant si je pouvais jeter un coup d'œil sur certains enregistrements d'une pianiste nommée Joe Sato. Ils ont d'abord constaté que les ondes n'étaient pas identiques. Alors ils ont essayé d'imaginer ce qu'ils feraient au son s'ils devaient déguiser ce morceau. Ils ont procédé aux essais de diverses façons, ils ont étiré le son, ils l'ont compressé, et dès qu'ils ont découvert la combinaison du puzzle, tout à coup, les ondes correspondaient et le son des deux morceaux était exactement le même. Et la réponse de l'ingénieur du son arrive quelques heures plus tard. Après avoir identifié le premier fichier, je me suis attaqué au reste de l'album, un extrait à la fois.
et j'ai étudié et identifié 10 autres morceaux. Cela ne m'a pris que quelques minutes pour faire cela. Effectivement, 10 morceaux sur les 12 du CD de Joyce Sato sont attribués par Andrew Rose à Laszlo Simon. Nous avons travaillé avec Gramophone pour raconter cette histoire. Puis Gramophone a lancé l'information le vendredi soir. Immédiatement, cela a été repris par la presse britannique et américaine. Et le lendemain matin, le New York Times était au téléphone, et puis un tas d'autres journaux anglais pendant les 2 semaines qui ont suivi. Dès que notre correspondant américain nous a mis sur cette piste, nous avons mandaté des experts un peu partout dans le monde pour travailler sur ce sujet. Mais c'est la société d'Andrew Rose qui nous a fourni la première preuve solide. D'autres expertises ont suivi plus tard, mais c'est cette preuve qui nous a permis de publier l'article. Sommé par les journalistes de s'expliquer, William leur répondra un laconique « Je ne connais rien aux iPods ». Il y a eu plusieurs étapes. Au début, il a dit « Non, ce sont les enregistrements de ma femme. Vous vous trompez. C'est ridicule. » Mais revenons quelques mois plus tôt. Des chercheurs vont faire une découverte troublante. Dans le cadre du projet dont je m'occupais, nous analysions à l'aide de l'informatique un grand nombre d'enregistrements, principalement des mazurkas de Chopin. Et un des enregistrements que nous avions mis dans notre système informatique, c'était la version de Joyce Sato. En comparant les images temporelles de l'opus numéro 3 joué par Joyce Sato et Eugene Injik, les chercheurs sont perplexes. J'ai commencé à m'imaginer en train d'expliquer à un juge notre procédé de capture de données, des notions d'information dynamique et de représentation temporelle, les chances statistiques d'une corrélation sur tel et tel niveau. Et je ne savais vraiment pas ce que je devais faire. Néanmoins, voilà qu'ils étaient en train de démontrer que cet enregistrement, qui était supposé être l'œuvre de tel interprète, était en fait l'œuvre d'un autre. Et quand on vérifiait, on pouvait voir qu'il s'agissait de la même personne. En fait, il s'est passé pas mal de temps, 1 mois ou 2, pendant lequel nous avons écrit un article qui clarifiait nos suspicions, en incluant des illustrations et en expliquant ce qui se passait avec des calculs mathématiques, etc., etc. Notre problème principal était de savoir ce que nous devions en faire. Toute l'analyse du charme m'est apparue seulement après que nous ayons révélé dans Gramophone ce qui se passait avec Joyce Sato. J'ai eu un appel des personnes qui dirigeaient l'étude du charme. Ils disaient que par coïncidence, ils avaient introduit des enregistrements de Joyce Sato dans leur outil d'analyse et avaient constaté des incohérences. Tout d'abord, James Inverne était ravi de recueillir des preuves complémentaires. Et deuxièmement, le fait que cette histoire soit confortée par une étude universitaire menée par des musicologues a renforcé sa crédibilité. Quand ils ont entendu parler de nos révélations sur Joyce Sato, ils m'ont appelé pour me dire qu'ils travaillaient sur le même sujet. Ils m'ont demandé si nous pouvions publier en même temps. Nous avons donc ajouté cela aux preuves qui s'accumulaient dans nos publications. Cette fois, c'en est trop. William Barrington Coupe, acculé par les preuves de sa fraude, va avouer son forfait dans une lettre qu'il adresse à la presse. Dans cette lettre, William Barrington Coupe dit « Je l'ai fait parce que ma femme émettait des bruits de souffrance et des soupirs pendant qu'elle jouait. Je ne pouvais pas les éditer tels quels, alors je collais des petits morceaux de musique provenant d'autres enregistrements. » Elle jouait et il l'enregistrait pour l'éditer en CD. Elle gémissait, soupirait de souffrance à cause de son cancer. William affirme qu'il y a du Joyce Sato dans tous les enregistrements qu'il a édités. La déclaration de William Barrington Coupe, dans laquelle il dit que c'est sa femme qui joue avec quelques petits collages, est entièrement fausse. Il n'y a aucun doute que ces enregistrements sont entièrement faux.
Est-ce que j'essayais de détecter un soupir ou un gémissement qui n'était peut-être pas là pendant que j'écoutais son disque? Probablement, oui. J'étais sûrement en train de faire cela parce que je voulais le croire. Avec ces deux révélations que nous avons publiées et puis la suite de l'histoire, cela a pris une ampleur immense dans les médias. Le séisme dans le milieu des critiques musicaux est extraordinaire. William Barrington Coupe vient d'avouer la plus grande escroquerie jamais réalisée dans l'édition musicale. Et il semble que la presse musicale, et particulièrement les médias les plus importants de cette presse musicale, aient retourné leur veste. Tout le monde était très excité et réagissait. C'était une fraude immense, une fraude géante. Je ne pense pas qu'on ait déjà vu cela dans la musique classique. Les experts doivent à présent réattribuer les morceaux aux interprètes originaux pour accumuler les preuves de la fraude. Nous devions nous concentrer pour des raisons de temps et de ressources sur la découverte d'un certain nombre d'enregistrements pour lesquels nous aurions la preuve certaine qu'ils n'étaient pas d'elle. Nous devions en trouver un certain nombre, car 1 ou 2 enregistrements, cela pouvait encore être une erreur. Alors nos avocats nous ont dit qu'il fallait en trouver au moins 3. Et n'oubliez pas qu'en Angleterre, les peines encourues pour diffamation, si nous nous étions trompés, je pense que j'aurais pu aller en prison. Après la première étude que j'ai faite pour Gramophone, j'ai été contacté par Hyperion Records à Londres, qui m'ont demandé d'enquêter sur un autre CD. Il s'agissait des études de Godowsky, et il s'est avéré qu'un de leurs pianistes faisait partie des 3 utilisés pour faire ce CD. Nous l'avons étudié, piste par piste, et défini quel pianiste a été utilisé pour chacun des morceaux du CD. Retrouver les enregistrements originaux a été un travail long et pénible. Nous avions des experts dans 3 pays différents, qui travaillaient avec des méthodes différentes. Et c'était comme si on cherchait une aiguille dans une botte de foin, avant de pouvoir dire que tel enregistrement a été copié. Mais on peut néanmoins se poser une question importante. Le fait que le mélomane américain Brian Ventura ait découvert la supercherie grâce aux bases de données reliées à iTunes, signifie-t-il que quelqu'un aurait déjà renseigné la base de données dans ce sens? Une sorte de délateur anonyme? Non, ce n'était pas un piège. Les boîtes comme iTunes et les personnes qui y travaillent dépensent beaucoup d'argent pour être sûres de pouvoir correctement identifier un CD. Même si ce n'était pas exactement la même vitesse d'exécution, elle n'était pas très éloignée. Aucune chance qu'il se soit agi d'un coup monté. Parce que les premiers enregistrements de Hato, ainsi que d'autres enregistrements similaires édités par Concert Artists, étaient plus ou moins de simples copies. Plus tard, certains ont été refaits. Le son a été manipulé, on ajustait la vitesse, plus ou moins rapide. Beaucoup de travail a été réalisé pour diverses raisons, et ce qui est intéressant est que les derniers enregistrements n'auraient pas été attrapés par iTunes. Alors, bien entendu, il s'agit d'une immense mystification. Mais peut-on réellement parler d'escroquerie? Existe-t-il un préjudice financier ou moral? À ma connaissance, personne n'a porté plainte contre William Barrington Coupe. Il a été réprimandé par la BPI, la British Phonographic Industry, l'administration gouvernementale anglaise pour l'industrie du disque en Angleterre. Il a rédigé des excuses, mais je ne sais pas s'il a fait une confession complète en disant que la totalité de ses enregistrements a été volée. Cela ne servait à rien de porter plainte contre lui. Il n'avait probablement même pas assez d'argent pour payer les frais de justice.
Les gens n'ont pas été vraiment déstabilisés ou affectés par ça. C'est très surprenant, car si tu as ton œuvre qui est le fruit d'années de travail, des mois et des années de travail consacrés au piano, soudain volé de cette façon, il me semble que c'est quelque chose qui aurait dû vraiment énerver les gens. Des pianistes peu connus, en fin de carrière, qui ont soudain un peu de publicité qu'ils n'attendaient pas, je ne pense pas qu'ils en aient souffert. Cette affaire a surtout mis en avant l'aveuglement des critiques, enfermés dans leur certitude. Comment ont-ils pu croire qu'une pianiste de 77 ans, atteinte d'un cancer depuis des années, pouvait jouer le répertoire le plus ambitieux du piano classique, ne négligeant aucun compositeur et les interprétant avec une maestria la plaçant au premier rang mondial dans tous les styles? Personne n'aurait cru cela possible. Toute l'histoire semblait si incroyable. C'était tellement bizarre et extraordinaire que je pensais cela doit être vrai. Personne n'aurait inventé une telle histoire. Je ne pense pas que quelqu'un ait imaginé que c'était possible de faire ce que Barrington Coupe a fait. Les critiques ont répondu dans un sens qui correspondait aux renseignements qu'ils avaient sur Atto. Cela ne veut pas dire qu'ils étaient des mauvais critiques, mais cela signifie qu'environ 10% de ce que nous ressentons lorsque nous écoutons de la musique est ce qui est dans le corps du son, si on peut l'exprimer ainsi, et 90% est le résultat de ce que nous connaissons et de ce en quoi nous croyons. Quand elle était là, à Londres, dans les années 70, elle n'avait rien de spécial. Et soudain, elle s'est transformée en brillante virtuose, qui jouait des œuvres que peu de femmes pianistes jouent en raison des difficultés physiques, comme par exemple le 3e concerto de Rachmaninoff ou le 2nd de Brahms. Et la voilà qui revient, surpuissante, avec une maîtrise parfaite. Évidemment, je pensais qu'une pianiste extraordinaire était décédée. Si elle est réellement morte, la question reste ouverte. Ce n'est pas juste une question de quantité, c'est plus une question de nature de la musique jouée. Tous les morceaux les plus difficiles, les chevaux de bataille des répertoires sont là, et ils figuraient dans des enregistrements stupéfiants. Si l'on compare certains des enregistrements originaux interprétés par les artistes originaux, puis si on écoute ce que Barrington Coupe en a fait avec les enregistrements de Joyce Atto, il y a un degré supplémentaire de chaleur, un voile de chaleur sur le son qui permet de rendre l'interprétation infiniment plus riche, d'en faire des interprétations classiques extraordinaires. Je veux parler de nuances et d'intonation, de la qualité du son. Si vous êtes musicien, vous écoutez attentivement, vous écoutez et on vous dit que c'est la même interprétation. Ce n'est pas la même interprétation, non. Il y a un détail amusant dans les mazurkas de Joyce Atto. Dans l'enregistrement original, Ingic se trompe dans les reprises, dans une ou deux mazurkas. Barrington les remet dans l'ordre. Il s'amuse un peu en arrangeant l'enregistrement à sa manière, tout en produisant un faux. Si j'avais ressenti que l'on a été berné, qu'on s'est trompé, je l'aurais admis. Je dirais que l'on est faillible, on est humain, on s'est trompé, mais je ne l'admets pas, mais pas du tout. Pourtant, cette production n'était qu'un leurre. Des sessions réalisées dans un studio qui n'existe pas, accompagnées par un orchestre qui n'existe pas, et le tout dirigé par un chef d'orchestre qui, lui non plus, n'existe pas. Pour commencer, il n'a jamais eu d'orchestre symphonique pour faire ses enregistrements. Même le travail de soliste au piano, il n'y a aucune chance pour qu'il s'agisse d'autre chose que des enregistrements d'autres artistes que nous avons découverts. Je trouvais cela crédible, jusqu'au moment où nous nous sommes rendus compte que rien de tout cela n'existait. L'église à Cambridge, dans laquelle il aurait fait les enregistrements des concertos, est bien là. Mais je ne pense pas que les sessions y aient jamais eu lieu.
Il y avait également un nom de chef d'orchestre, mais apparemment il n'existe pas non plus. Mais doit-on prendre en considération les explications de William Barrington Coupe? L'homme que j'ai vu en face de moi était quelqu'un qui vivait dans son passé, quelqu'un qui avait été très amoureux de sa femme, qui a cru vraiment dans son talent, qui a cru qu'elle avait été ignorée. Mais aussi, ce n'était pas un saint. Certains appellent cela du vol, le vol du travail d'autres personnes, afin de perpétuer l'œuvre de sa femme, l'accomplissement qui aurait dû être le sien. À bien y regarder, tous les éléments constitutifs de l'escroquerie d'envergure sont réunis. À commencer par les éléments biographiques de Joyce Hatto, complètement farfelus. Ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est fabriqué, c'est comme une boîte de Pandore qui s'ouvrirait et qui laisserait sortir tous ces faits supposés. Et je pense que plus personne ne sait maintenant ce qui est vrai et ce qui est faux. Curieusement, toutes les personnes citées dans cette biographie, tous ceux qui témoignent du génie de Joyce Hatto, sont morts. Très peu de choses ont été vérifiées sur la vie de Joyce Hatto et je suggère de considérer ces éléments biographiques avec beaucoup de prudence. On peut également se poser des questions sur sa maladie. En effet, le radiologue qui avait diagnostiqué son cancer des ovaires en 1992 affirme qu'elle n'avait pas eu de cancer avant. Ainsi que son mari me l'a expliqué, elle n'a jamais été en bonne santé. Puis elle a développé un cancer des ovaires et elle a subi une hystérectomie. Alors pour quelle raison s'est-elle retirée en 1976? N'était-ce pas plutôt parce que sa carrière ne décollait pas? Joyce Hatto n'était-elle pas plutôt une pianiste tout juste correcte? Je ne sais pas pourquoi elle a mis fin à sa carrière si tôt. On nous dit que c'est parce qu'elle est tombée malade. Elle était certainement malade, alors c'est possible qu'elle ait été trop faible pour continuer les concerts. Elle a été une pianiste moyenne. Je ne pense pas qu'elle enflammait les foules lorsqu'elle jouait. Je crois que c'était une pianiste originale. Vernon Handley, un chef d'orchestre qui a travaillé avec elle, dit qu'elle avait beaucoup de talent, mais très mal maîtrisé. Je pense que la réponse est qu'elle a jeté l'éponge. Sa carrière était dans une impasse et puis son mari est arrivé avec cette idée, très loyale envers sa femme, de la transformer en grande pianiste de légende. Et il a réussi. Peut-être pas en grande pianiste, mais en pianiste de légende certainement. William affirme que sa femme n'était pas au courant de ses agissements. Les faits semblent le contredire. Elle a envoyé une lettre à Jeremy Nicholas dans laquelle elle dit « Je travaille très dur sur mon dernier enregistrement et je pense que je le tiens. Tout pianiste qui travaille assidûment écoute les enregistrements. Et si elle les avait écoutés, alors elle aurait su que ce n'était pas elle, car n'importe quel pianiste reconnaît son propre travail. » L'enregistrement des mazurkas sur lequel nous avons travaillé est apparu vers la fin des années 90 en CD, mais il a existé en cassette au début des années 90, précisément en 93, et ces cassettes étaient vendues par William Barrington Coupe. Nous nous sommes procuré cette cassette. Elle est un peu différente du CD, parce que c'est vraiment une simple copie de l'enregistrement de Injik. Sur la sortie CD, l'enregistrement est modifié. Un peu plus vite, un peu plus lent. Il est produit. La cassette, sortie au début des années 90, était une arnaque pure.
En 1993, Joy Sato est toujours vivante, alors je trouve difficile de croire qu'elle ignorait ce que son mari faisait. Est-ce crédible de croire que si elle suivait son travail, elle n'aurait écouté aucun de ses CD? Et nous n'en avons trouvé aucun d'elle? Je pense que là, on exagère. Les faits sont contre l'idée selon laquelle Joy Sato ne savait pas ce qui se passait. Beaucoup de gens auraient préféré croire en cela, car cela laisserait une partie du mythe intact. Plus j'y pense, plus je crois qu'elle savait. Maintenant, si elle était dans le déni, c'est un autre problème. Je pense qu'elle était sûrement impliquée. Elle ne pouvait pas ignorer toute l'histoire, alors qu'elle la suivait, qu'elle donnait des interviews et qu'elle parlait aux gens au téléphone ou en face à face. Je pense que c'est la preuve qu'elle était au courant. Pour sa défense, William prétendra n'avoir vendu qu'un peu plus de 8000 CD. Ces chiffres ne pourront jamais être vérifiés. En réalité, William n'avait pas intérêt à une plus large diffusion. Il ne fallait pas risquer de tomber sur quelqu'un qui puisse identifier ses sources, les interprètes originaux. La grande question est bien sûr, pourquoi l'a-t-il fait? Pourquoi l'ont-ils fait? Les gens disent que c'était par amour. Je soupçonne que cela a commencé pour qu'elle recueille enfin des honneurs en sa mémoire. Et je pense que Barrington Coupe était désespéré. Il voulait que sa femme soit célèbre. Il est possible qu'il ait cru qu'elle était une grande pianiste. Peut-être a-t-elle cru qu'elle était une grande pianiste. Peut-être ont-ils cru dans tout cela. Je ne pense pas qu'on puisse détruire intentionnellement la carrière de sa femme en l'exposant en première ligne dans une escroquerie par amour. Alors il dit qu'il l'a fait pour Joyce, mais il l'a aussi fait pour Sergio Fiorentino. C'est là qu'il y a un problème. L'argent, je pense que cela jouait un rôle important dans l'histoire. Je ne sais pas s'ils en ont gagné beaucoup, mais ils en ont sûrement plus gagné en faisant ceci qu'ils n'en auraient gagné autrement. Et je sais que beaucoup de gens disent « oui, ils gagnaient de l'argent de la vente des CD ». Franchement, je ne pense pas qu'ils en aient gagné beaucoup. Il y avait une part d'humour, une manière de se foutre du monde. L'ont-ils fait par jeu? Peut-être. Je suis sûr qu'ils se sont bien amusés. Oui, il s'amusait, il prenait du plaisir, et puis il s'est fait prendre. C'est une situation compliquée et je ne suis pas psychologue. Si vous faites quelque chose souvent, cela devient naturel. On dit que si vous faites la même chose pendant 6 jours d'affilée, cela devient une habitude. Cela fait partie de votre structure mentale, de votre ADN. Il m'a dit, lorsque vous avez fait quelque chose une première fois, une première tromperie, une première tricherie, lorsque vous avez tué une première fois. J'avais d'ailleurs trouvé cela perturbant comme métaphore pour décrire la situation. C'est ensuite très facile de recommencer. Et je pense que lorsqu'on adopte ceci comme mode de vie, on finit par croire les mensonges que l'on raconte. Ou peut-être que l'on croit que c'est un travail comme un autre et qu'on a le droit de le faire. Est-ce que ce gars est un psychopathe? Peut-être. Ou peut-être juste un fraudeur. Je ne connais pas la réponse. Je l'ai entendu dire une fois dans un documentaire qu'il est tenu à l'écart quand il se promène dans sa ville. Et cela est dommage. Il ne mérite pas ça, c'est triste. Je pense qu'il s'agit d'un homme qui a inventé sa vie. Il a fabriqué sa propre vie. Probablement de la même façon qu'il a fabriqué les CD de sa femme. C'était un homme intelligent, vous savez. Le virtuose, c'était Barrington Coupe, pas Joy Sato. Elle n'était pas une grande pianiste. C'était lui, le virtuose, le cerveau.